Dans cette vidéo, nous allons voir les bases du langage HTML, la syntaxe générale et les principales balises. Le HTML, c'est en français un langage de balisage hypertexte. Alors on verra tout à l'heure pourquoi on parle de langage hypertexte. Pour ce qui est du balisage, alors les balises, elles servent à structurer les documents et à faciliter leur mise en forme. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le HTML a beaucoup changé depuis sa création. En tout cas, la façon d'utiliser le HTML a beaucoup changé. Au début, on utilisait les balises pour structurer et pour mettre en forme de façon complètement indifférente. Tout était mélangé. Alors, on mettait directement dans la page web des informations à la fois sur la structure, donc comme les titres des sections, les tableaux des données par exemple, et les indications de mise en forme, à la fois la couleur du texte, la taille des caractères, et puis également le contenu lui-même. Le résultat, c'est que si on écrivait 100 pages sur le même format, on écrivait 100 fois que le titre était en gras police 18, que le menu de gauche était en rouge et en italique, et ainsi de suite. Alors du coup, tout changement, vous pouvez le comprendre, devenait très compliqué, voire impossible. Alors maintenant, on consacre la page HTML au contenu et à la structure, et on délègue la mise en page à des feuilles de style, dont on parlera dans un autre cours. Bref, une page HTML, ça ne doit pas a priori contenir d'indications de mise en forme, qui sont remplacées par des indications plus sémantiques qui serviront à la mise en forme ultérieure. Le HTML, c'est un format ouvert, indépendant du logiciel, du matériel, c'est un standard qui est géré par le W3C. Il existe plusieurs versions, sans entrer dans les détails, ça dépend de à quel point vous voulez faire du code propre et facile à réutiliser, de si vous voulez produire quelque chose de compatible avec le langage XML. Alors on a la version stricte, la version de transition, la version plus libre, bref, c'est inutile pour l'instant d'entrer dans ce genre de détails. Par contre, comme il s'agit d'un langage structuré, il est facile de se tromper en écrivant un document. On peut donc peut-être prendre l'habitude de valider la syntaxe une fois une page écrite. En tout cas, quand on débute, c'est une bonne habitude à prendre. On peut le faire avec un validateur, par exemple celui du W3C, dont l'adresse est indiquée ici. Alors, voici la structure générale d'une page HTML. Sur la toute première ligne, on indique le type de document, donc HTML, en précisant éventuellement qu'il est ici, par exemple, de type transitionnel, ou alors ça pourrait être de type strict. On verra quand on parlera d'HTML5 que cette syntaxe tend à se simplifier fortement, donc on ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Ensuite, on voit la première balise qui contiendra l'ensemble du document. On dit qu'une balise s'ouvre de cette façon-là, avec le chevron ouvrant et le chevron fermant, et se ferme de cette façon-là avec le slash. Ce qui est important, c'est que les éléments ne doivent pas se chevaucher. C'est-à-dire que si on a deux éléments A et B, A peut contenir B, A peut être contenu par B, A peut suivre ou il peut précéder B, mais A ne peut pas être à cheval sur B avec le début en dehors de B et la fin en dedans. Alors, si vous connaissez le principe des arbres, des structures arborescentes, voilà, un document HTML, c'est une structure arborescente, c'est un arbre. On aura l'occasion d'en reparler quand on parlera de JavaScript et puis des structures DOM. La plupart des balises doivent être refermées à la fin de l'élément. Ce n'est pas toujours obligatoire, mais on peut dire que, surtout quand on débute, on peut dire qu'il est conseillé de les refermer pour bien comprendre la structure de ce qu'on est en train de faire. Alors, les deux premières balises structurantes sont ensuite la balise head qui contient les entêtes et les métadonnées, et puis la balise body qui contient le corps du document. On va voir ces deux balises tout de suite. À l'intérieur de la balise head, on peut indiquer beaucoup de choses, même si rien n'est obligatoire. Les indications principales, c'est d'abord le titre qui est en bleu ici, c'est ce qui apparaîtra dans la barre de titre du navigateur. Et ça servira aussi au moteur de recherche. Ensuite, la balise meta, qui peut contenir beaucoup de choses. Par exemple, ici en rouge, l'encodage de la page. Même si vous ne savez pas ce que c'est que l'encodage, pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'importance. On peut espérer que dans les années à venir, c'est une question qui se posera de moins en moins en plus. On peut également fournir une description en vert du contenu de la page et donner quelques mots-clés dans différentes langues. L'internaute ne verra pas ces informations, ce sont que des métadonnées. Par contre, ça peut aider les moteurs de recherche à mieux vous référencer. Et c'est bien sûr d'une importance capitale dans de nombreuses activités commerciales. Et puis enfin, ici en orange, la balise link qui permet d'indiquer quel fichier externe on va utiliser.
Par exemple, des fichiers contenant des feuilles de style, puisqu'on a dit qu'on séparait le contenu de la forme. Ça veut bien dire que les indications de forme sont ajoutées dans un fichier à part. Et donc voilà une façon de dire quelle feuille de style le document va utiliser. Donc il y a de nombreuses autres façons d'utiliser la balise méta et puis les entêtes en général, mais pour l'instant on va se contenter de ces exemples. Et puis dans la balise body, on intègre le contenu du document. Pour l'instant on ne donne aucune indication de forme, et c'est le navigateur qui va décider de la forme, de la police, de la taille, etc. et qui a des façons de rendre les balises par défaut. Ici, on a quelques exemples de titres de section qui permettent de déclarer la structure générale d'un document. Alors H1 par exemple, c'est le premier niveau de titre, puis H2 c'est le second niveau de titre, etc. jusqu'à H6. Ici, on voit aussi d'autres exemples de balises. Alors d'abord la balise P qui indique que son contenu représente un paragraphe. Ensuite, on voit les balises d'emphase. Alors EM pour emphase qui est représenté par tous les navigateurs par du texte en italique. Et puis strong qui donne du texte en gras. Alors notons qu'il existe aussi les balises I pour italique et B pour bold, donc gras en anglais, mais on va plutôt choisir de les éviter parce qu'elles sont plus proches d'indications de mise en forme, et c'est justement ce qu'on souhaite éviter. Alors dans la série des balises qu'on va préférer éviter, mais bon qu'il faut connaître tout de même, et dont je vais même me servir par moment, on a ici la balise BR qui permet de passer à la ligne. Parce qu'il faut savoir que le HTML c'est du code, donc si on ajoute un saut de ligne dans le code du document HTML, ça ne correspond pas à un saut de ligne en pratique dans la page web. Donc si on veut obtenir un saut de ligne, on doit le préciser explicitement. Et puis la balise HR qui trace une ligne horizontale. Alors elles sont encore beaucoup utilisées, c'est pourquoi il faut les connaître, mais on préférera dans la mesure du possible les remplacer par du CSS, c'est-à-dire par des feuilles de style. Et puis on peut noter enfin le slash, qui est à la fin des balises, BR ici et puis HR également. Alors c'est optionnel, mais ça représente en fait une balise auto-fermante. Ça signifie que BR et HR sont auto-fermantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de contenu. C'est à la fois l'ouverture et la fermeture de l'élément en une seule balise. C'est une syntaxe qui est issue du langage XML et qui donc permet d'être compatible avec le langage XML. Passons maintenant aux listes à puces, en commençant par les listes non ordonnées, donc UL comme unordered list. La balise UL, elle s'ouvre au début de la liste et puis elle se ferme tout à la fin de la liste. Chaque élément de la liste est marqué par une balise LI, comme list item. Alors notons que la fermeture de la balise LI, c'est quelque chose qui est optionnel, mais c'est quand même fortement conseillé, surtout au départ. Ça permet d'éviter pas mal d'erreurs de syntaxe, et puis ça permet aussi, accessoirement, d'être compatible avec du XML. Alors il est ensuite possible d'imbriquer les balises, les listes les unes dans les autres. Donc on voit là par exemple qu'on a une balise UL qui est ouverte à l'intérieur d'une balise LI, ce qui est rendu par un second niveau de liste à puces dans le navigateur. Petite remarque au passage, cette suite bizarre de caractères ici en vert, c'est une entité. Alors les entités, ça débute par une esperluette et ça se termine par un point-virgule. Alors il existe beaucoup d'entités, en général elles servent à représenter des caractères qui ne sont pas accessibles par un clavier standard. On verra d'autres exemples plus loin. Ici, il s'agit d'un espace insécable. Alors le navigateur le rend bien sûr par un espace, tout à fait classique, mais comme son nom l'indique, on ne peut pas couper à son niveau. C'est-à-dire que si le mot balise était à la fin de la ligne, et donc théoriquement les deux points à la ligne suivante, et bien, grâce à cet espace insécable, le navigateur évitera de passer à la ligne entre le mot balise et les deux points. Alors ici on a un exemple similaire avec des listes ordonnées, donc OL comme ordered list. Le rendu c'est un ensemble d'éléments numérotés. Par défaut c'est numéroté avec des chiffres arabes 1, 2, 3, 4, mais on a l'attribut type qui permet de choisir des chiffres romains, des lettres ou d'autres éléments, ainsi que le numéro de démarrage. Alors, ça me permet d'introduire la notion d'attribut. Un attribut, c'est ça, hein, donc type égale A par exemple. C'est le nom de l'attribut, type, et A, c'est la valeur de l'attribut. Avec cet exemple, par exemple, on obtiendra une liste de type A, donc A, B, C, D, mais qui commencera par C. Mais on ne va pas en fait utiliser ces attributs, l'attribut type et l'attribut start.
Je vous les ai montrés parce que c'est important de les connaître parce qu'ils sont utilisés, mais c'est quand même déconseillé de les utiliser. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'indications de forme et que le HTML n'est plus destiné à introduire des indications de forme. C'est maintenant le travail du CSS de gérer ça. Donc je vous les donne pour que vous les reconnaissiez si vous les voyez, mais je vous déconseille de les utiliser. On verra dans le cours de CSS qu'il y a des règles qui sont dédiées à ça. Et enfin, beaucoup moins utilisé, les listes de définition DL, avec à l'intérieur une paire d'éléments, DT pour le terme à définir, et puis DD pour la définition elle-même. Et voici ce à quoi ressemble le rendu par le navigateur. Voyons maintenant comment on insère une image avec la balise IMG. On ajoute le lien vers l'image avec l'attribut SRC, donc c'est source. Le lien, il peut être un lien absolu, comme on a ici, mais ça peut être aussi un lien relatif dans l'arborescence du serveur. Alors, voilà à quoi ressemble le rendu de cet exemple. On voit donc les deux images, et puis ce qu'on a ici, c'est l'infobulle. L'infobulle, c'est le petit pop-up qui apparaît lorsqu'on laisse la souris sur l'élément pendant un petit peu de temps. Alors, c'est l'attribut title qui contient le texte qui s'affichera dans l'infobulle de l'image. L'attribut alt, lui, il est optionnel, mais il est conseillé, voire indispensable. Il contient le texte qui remplacera l'image s'il est impossible de la charger. Alors par exemple, si la connexion est mauvaise et que l'image prend un petit peu de temps à s'afficher, ou alors si on utilise un navigateur en mode textuel, ou bien en mode auditif, ou bien si on a affaire à un robot qui ne voit pas les images. En particulier, les consignes pour l'accessibilité des sites web demandent qu'on renseigne toujours l'attribut alt. Et puis pour finir, les formats d'images possibles, c'est JPEG traditionnellement pour les photos, GIF en général pour les images animées, et puis PNG qui permet notamment la transparence des images. Alors on a dit que le langage HTML c'était un langage hypertexte, c'est-à-dire qu'il permet de créer des liens entre les pages pour naviguer de page en page à l'intérieur de la toile, et c'est une des caractéristiques qui a permis le succès de ce langage justement. Alors on a deux types de liens, d'une part les liens externes, qui sont les plus fréquents, c'est-à-dire des liens vers d'autres pages, d'une page web vers une autre page web. Et puis d'autre part, les liens qu'on appelle les liens internes, c'est-à-dire qu'on a des fragments, on définit des fragments à l'intérieur d'une page web, et un lien interne, c'est d'un fragment à un autre fragment de la page. Alors, la balise permettant de créer un lien, c'est la balise A, avec l'attribut href. Ça permet de spécifier la page ou le fragment de page vers lequel on pointe. Alors, ici, on a un lien relatif, mais on peut évidemment avoir des liens absolus. Ici, on crée un nouveau fragment, donc avec toujours la balise A et un identifiant cette fois. Donc ça, on va avoir un fragment avec l'identifiant bas. Une fois que ce fragment est créé, je peux faire un lien vers ce fragment grâce à un lien classique, l'attribut href, et l'identifiant en question qui sera ici précédé d'un dièse. Donc voici le rendu qui correspond à ce code. Si je clique sur un lien externe, qu'est-ce qui va se passer? Je vais ouvrir la page correspondante. Par contre, si je clique sur le lien bas, alors à ce moment-là, je suis conduit au niveau du fragment correspondant. Enfin, voici comment on crée des tableaux. Alors la représentation d'un tableau en HTML, c'est un peu compliqué, ce qui est un peu obligé puisque un tableau a 2 dimensions, alors que le code HTML, c'est quelque chose qui est linéaire. Donc on écrit le tableau ligne par ligne, et on doit s'assurer soi-même que le nombre de colonnes reste cohérent sur l'ensemble du tableau. Alors je vous laisse regarder un petit peu ce code, et puis vérifier que vous comprenez pourquoi cette structure est rendue de cette façon-là dans le code HTML, dans le rendu du navigateur. Alors pour la petite histoire, cette fois j'ai un peu triché parce que j'ai appliqué une feuille de style, contrairement aux fois précédentes, pour obtenir cet exemple. Pourquoi? Parce que sans feuille de style, par défaut, les bordures ne sont pas tracées par le navigateur, donc on n'a pas de séparation entre les lignes et les colonnes, donc on n'aurait pas compris grand-chose à la structure de ce tableau. Bref, c'est l'élément table qui permet de créer notre tableau. On peut indiquer une légende avec la balise caption, et ensuite on crée les lignes les unes après les autres. Une ligne, c'est une balise TR qu'on ouvre au début de la ligne et qu'on ferme à la fin de la ligne. Et enfin, pour chaque case à l'intérieur de cette ligne, on utilise la balise TD
qui représentent des cellules de données. Alors on voit dans cet exemple que des cellules peuvent s'étendre sur plusieurs lignes ici, ou alors sur plusieurs colonnes ici. Alors ce sont les attributs colspan et rowspan qui permettent ça. Alors avec colspan, on peut s'étendre sur plusieurs colonnes, et avec rowspan, on peut s'étendre sur plusieurs lignes, et on précise le nombre de colonnes et de lignes sur lesquelles on veut s'étendre. Alors ça implique évidemment de bien maîtriser le nombre de lignes totales et le nombre de colonnes totales pour arriver au total qu'on souhaite. Enfin, la balise TH qui peut être utilisée pour marquer des cellules d'entête, donc qui ne sont pas des cellules de données. Ici, une cellule d'entête, c'est ce qu'on voit par exemple sur la première ligne de notre tableau et puis également sur tout ce qui est la première colonne. Alors la première colonne en HTML, je rappelle, c'est la première case de chaque ligne. Alors à quoi ça sert de marquer différemment des cellules d'entête et des cellules de données? Ça sert notamment à appliquer ensuite un style différent de façon très simple, puisque ce sont deux balises qui auront des noms différents. Alors dernière remarque sur cet exemple, on voit deux nouvelles entités très importantes ici, donc LT et GT. Alors je rappelle qu'une entité, c'est quelque chose qui commence par une esperluette et se termine par un point-virgule. Les entités LT et GT, ça permet de noter des chevrons, donc la marque inférieure ou bien supérieure. Si on mettait directement le signe inférieur ou supérieur dans le code, le navigateur ne comprendrait pas, puisqu'il s'agit de caractères spéciaux en HTML. Il penserait qu'il s'agit d'une balise qui s'ouvre ou qui se ferme. Alors pour indiquer qu'il ne s'agit pas du caractère spécial, mais vraiment du signe inférieur ou supérieur, on doit utiliser ces entités, donc LT pour less than et GT pour greater than. Voilà pour les balises principales servant à créer une page HTML. On en verra d'autres à plusieurs occasions, d'abord dans la prochaine vidéo qui est consacrée au formulaire, et puis dans le cours sur HTML5. Et puis aussi quand on parlera de CSS, on parlera beaucoup des balises div et span qui sont très importantes pour structurer un document.